Je sais que vous aimez les histoires de bijoux. Alors aujourd'hui, je vous propose, juste après avoir écouté ce podcast, d'aller sur un autre podcast, La Voix des bijoux. C'est le tout nouveau podcast de l'École des Arts Joailliers avec le soutien de Van Cleef & Arpels. Il se présente en saison de 4 histoires, en version française comme en anglais. Et rien que, dans la première saison, on y évoque le collier de Jeanne du Barry comme les grilles de mariage de Rihanna. Je suis sûre que vous pensez comme moi. Des podcasts de bijoux, il n'y en aura jamais assez. Alors, pour écouter La Voix des bijoux, c'est sur le site de l'École des Arts Joailliers et sur toutes les plateformes d'écoute. Vous le reconnaîtrez facilement sur votre application préférée, car la vignette, c'est la broche Ruby Lips de Salvador Dali reproduite par Henry Caxton. Alors, à vos écouteurs. J'aime beaucoup prendre la photo de l'inclusion directement dans la gemme, la photo micrographie artistique en tableau. Pour l'instant, il n'y a que moi. Les femmes de la joaillerie sont passionnées et cultivées, intelligentes et créatives, bosseuses et imaginatives. Elles sont brillantes. On imagine le monde des bijoux comme un secteur léger et opulent. La réalité est autre. C'est un monde qui exige l'excellence dans tous les domaines, un monde de travail acharné, des artisans d'art aux mains de fée aux groupes internationaux, à la puissance supranationale. Le monde des bijoux, c'est aussi une certaine image de la France qui s'impose depuis le XVIIe siècle. Et dans ce monde protéiforme, les femmes ont dû se sertir une place. Et elles ont réussi parce qu'elles sont brillantes. Dans ce podcast, Brillante, je vous fais découvrir non pas l'envers du décor, mais la réalité du monde joaillier au féminin en interviewant les femmes de la joaillerie. À chaque fois, je leur demande un conseil pour une jeune femme qui serait tentée par ce monde où le scintillement de vitrine cache l'exigence du travail et de l'investissement personnel, pour que la prochaine génération se prépare ainsi à devenir brillante. Aujourd'hui, je suis avec une femme brillante, Marine Bouvier, qui fait de la photo micrographie. Bonjour Marine. Bonjour Anne. Déjà Marine, dis-nous, quel est ton plus joli souvenir de bijoux? Alors mon plus joli souvenir de bijoux n'est pas si lointain que ça en réalité. J'avais eu la chance d'avoir une amie qui travaillait dans une grande maison près de chez moi et qui m'a invitée à venir voir les bijoux de cette grande maison parce qu'elle s'occupait donc de la collection de haute joaillerie. Et donc, je rentre dans cette maison, elle me fait faire le tour. Puis elle me pose tranquillement devant l'étendue des bijoux. Et là, donc, je regarde le panel de bijoux qui était absolument extraordinaire. Et sur le coin, j'aperçois une montre. Alors, moi, je ne suis pas issue de la bijouterie directement, ni de l'horlogerie, je fais de la gémologie. Mais je vois cette montre et en fait, ce qui me tape dans l'œil réellement, c'est que le cadran est réalisé en fait par une opale noire australienne incroyable, avec des jeux de couleurs bleu-vert magnifiques. Pour donner un petit peu une idée de la dimension, la monture faisait 38 mm, ce qui est assez incroyable d'avoir une opale aussi belle, aussi bien mise en valeur. La montre était assez simple, elle laissait toute sa place à cette pierre. Le bracelet était en soie noire, c'était absolument magnifique. Et il y avait seulement en fait 10 montres réalisées à travers le monde de cette qualité-là. C'était absolument époustouflant. J'ai adoré. Alors, tu fais de la photomicrographie. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on met photomicrographie? Pourquoi pas microphotographie? Tu vas tout nous expliquer? Alors, c'est vrai qu'il y a une réelle différence. La photomicrographie, c'est le fait de réaliser des photographies sous fort grossissement à l'aide d'un microscope. Si vous n'avez pas un microscope surmonté d'une caméra, d'un appareil photo, ce n'est pas de la photomicrographie.
La microphotographie, donc on inverse micro, on le met devant. Ça, c'est juste la capacité de faire des photos en impression en petit modèle, un petit peu comme les microfilms qu'on voit dans les vieux films au cinéma. La microphotographie, petit film, petit format. Et tout ce qui va être photo macro, ça c'est simplement le fait de prendre en photo un objet sous fort grossissement. Tu prends des photos de grossissement de combien? Ça dépend de la pierre. Je fais des photos qui vont environ d'un grossissement 10 fois, un peu comme la loupe du gémologue, à 150 fois. C'est un petit peu la fourchette de grossissement que je réalise. La plupart du temps, les photos sont prises entre x45 et x90. Et ce qui est marrant, c'est que tu prends pas la photo de la gemme, tu prends la photo de l'inclusion dans la gemme, qui est déjà le truc le plus petit dans le truc qui est petit. Exactement. Alors, en réalité, on peut faire des photos qui sont un petit peu plus éloignées, où on peut avoir l'entièreté de la gemme. Pour ma part, j'aime beaucoup prendre la photo de l'inclusion directement dans la gemme. Et c'est vrai que souvent, quand on n'est pas forcément connaisseur, on ne reconnaît pas de suite la pierre. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on en vient à voir l'inclusion et de la beauté de la photo, on en vient à mieux comprendre l'inclusion et à s'intéresser à la pierre. Donc, c'est assez fantastique. Et ce qui est très beau, c'est vraiment de révéler ce qu'il y a à l'intérieur d'une pierre. Parce que quand on regarde la pierre simplement, à l'œil nu, très souvent, on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et la photomicrographie, en plus de révéler ce que l'on voit, avec le jeu de lumière et le placement de la personne qui fait la photo, on montre également une autre dimension, on le montre encore d'une autre façon. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Mais aller chercher des inclusions, je pense que tous les gémologues, ils ont voulu faire ça, ne serait-ce que pour savoir comment la gemme a poussé, comment elle s'est développée. C'est ça que tous les gémologues cherchent, non? Alors oui, tu as totalement raison. En fait, l'inclusion en gémologie, au début, on la rencontre simplement dans l'identification. On nous apprend qu'une inclusion va nous aider à déterminer en premier lieu ce qu'est la pierre, donc la variété. Est-ce qu'on a une tourmaline? Est-ce qu'on a un rubis? On n'a pas les mêmes choses à l'intérieur. Également, savoir si la pierre, elle est naturelle. Est-ce qu'elle est synthétique? Est-ce qu'elle est traitée? Ce sont les premières informations qui vont nous être importantes par rapport aux inclusions en gémologie. Donc, avec une loupe, normalement, on regarde les inclusions. C'est comme j'avais vu l'exposition sur les Maharajas, et là, il y avait une bague d'archer, toute transparente, mais il y avait dedans une inclusion de grenat toute naturelle. Alors effectivement, en fait, les quartz à inclusion, ça fait vraiment partie normalement des premières pierres où on va à la fois apprécier l'inclusion en tant que science, mais aussi pour la beauté, parce que ce sont des pierres qui sont transparentes et qui laissent voir déjà à l'œil nu toute la beauté de l'inclusion. Donc les quartz à inclusion sont absolument magnifiques. Le quartz à inclusion, c'est vraiment la première pierre vers laquelle on va. Et après, quand on a initié cette première étape, on va vers des gemmes de couleur ou même vers les diamants. Et c'est là où on se rend compte de toute la diversité des gemmes, mais toute la diversité des inclusions, parce que une même gemme provenant d'un même gisement dans le même pays, si vous en prenez deux différentes, elles n'auront peut-être pas exactement les mêmes inclusions. Et ça les rend uniques et c'est ça qui est absolument incroyable. En dehors du fait que ça les rend uniques, en dehors du fait que ces inclusions, et ça donne une indication scientifique. Toi, tu en fais quelque chose de totalement différent, tu en fais de l'art. Et je le sais bien parce que quand je regarde des photos d'inclusion dans mon livre scientifique, ça me fait rien, alors que toi, quand je regarde des photos d'inclusion, ça me fait quelque chose. Donc, c'est forcément de l'art. Alors, qu'est-ce qu'il faut rajouter pour que cette photo devienne comme ce que tu fais de la photo d'art? Alors, je dirais déjà, en fait, c'est simple, mais il faut mettre de soi. Il faut la volonté de vouloir prendre un cliché de façon artistique. Et pour ça, peu importe au final le matériel que l'on a, si on a cette volonté-là, on va prendre le temps en fait de bien choisir sa pierre. On va prendre le temps et prendre du plaisir à pouvoir la positionner correctement, à jouer avec les différentes lumières, à prendre tout un tas de photos parce que généralement, on n'en prend pas qu'une seule, on va en prendre 20, 30 ou 40. On va s'amuser un petit peu avec la pierre, à transformer un petit peu ce que l'on voit pour prendre différents clichés de la pierre. C'est vraiment un partage de soi, un partage de la passion que l'on peut avoir parce que généralement, ce sont des personnes passionnées qui prennent du temps à faire de la photomicrographie et à donner un petit peu sa propre vision. Et comme tu le dis si bien, ce que ça t'a révélé quand tu as regardé certaines de mes photos, c'est de l'émotion. Et l'émotion, c'est vraiment typique de l'art, c'est-à-dire que le but, quand
moi, je réalise un cliché. Ce que j'essaie de faire au maximum, c'est que l'observateur ressente les sentiments de beauté quand il va voir ma photo. Et je sais que quand c'est atteint, c'est que j'ai atteint moi aussi le but que je m'étais fixé pour avoir produit en fait une œuvre d'art. Donc c'est vraiment l'émotion qui va amener la photo à être réellement artistique. Et est-ce que, du coup, tu te fixes des règles, je dirais presque déontologiques? Je vois, par exemple, on sait très bien qu'il y a des couleurs, elles sont dingues parce que la pierre, elle a été chauffée. Donc, est-ce que toi, par exemple, tu fais chauffer ton appareil photo? Oui, alors je comprends tout à fait. C'est vrai que avec les outils que l'on a, notamment les logiciels, on peut être amené à faire tout un tas de retouches et de modifications, notamment la couleur, par exemple. Pour ma part, si je devais donner un équivalent avec la peinture, mais j'aime bien le courant réaliste, j'aime bien faire des photos qui ressemblent exactement à ce que je vois à l'œil nu. Donc, je ne vais pas modifier les couleurs en soi, mais par contre, je vais être amené à réaliser des retouches pour que la photo finale ressemble exactement ou au plus près de ce que j'ai vu, moi, au microscope. Et ça, c'est quand même nécessaire parce que quand on passe au travers d'un microscope et d'une caméra, ce matériel va avoir tendance, par exemple, à tirer un petit peu dans les bleus. En fonction des photos, on va devoir réajuster. Mais pour ma part, j'ai vraiment, pour l'instant, l'envie de continuer sur des photos qui soient vraiment réalistes de ce que j'ai vraiment vu dans le microscope. Alors du coup, dans tout ce que j'ai vu, ce rose tyrien absolument extraordinaire et cette autre photo avec une sorte de soucoupe volante avec un œil comme un péridot, tout ça, c'est naturel. Oui, tout à fait. Ces couleurs sont totalement naturelles. Et d'ailleurs, quand on vient sur les salons, quand on regarde des collections de pierres, on se rend compte à quel point la nature a fait des pierres aux couleurs extraordinaires. Donc, dans les photos, dans mes photos en tout cas, les couleurs sont totalement réalistes. Et je dirais même qu'il y a des pierres, bien évidemment, qui font encore plus ressortir ces couleurs tout simplement. Je pense notamment à une opale que j'ai prise en photo. Donc l'opale qui est une pierre extraordinaire, très difficile à prendre en photo parce qu'elle a en fait donc des jeux de couleurs, donc de plein de couleurs différentes. En fonction de la lumière qu'on va appliquer pour faire la photo, on peut faire disparaître ces jeux de couleurs. Il faut vraiment que la lumière soit ce que l'on appelle réfléchie. Et j'ai une opale, j'ai mis à peu près 3 ans pour la prendre en photo. Donc, je suis revenue plein de fois parce que je n'étais pas satisfaite. Parce que, en réalité, quand je mettais la lumière d'une certaine façon, ça faisait disparaître les jeux de couleurs, mais ça mettait en valeur l'inclusion. Alors qu'au contraire, quand je mettais la lumière de façon réfléchie, j'avais les jeux de couleurs sans l'inclusion. Et ça a été tout un travail, même en termes de technique et de matériel, pour arriver à prendre la photo finale et mettre en avant toutes ces couleurs qui sont absolument incroyables. Quand moi je fais des photos sur un salon, je la tiens dans la main, je la tourne pour bien la montrer. Mais toi, ta pierre, pour bien révéler l'inclusion, en plus ta pierre, elle est brute. Donc comment tu fais comme ça pour la faire tenir et que ça se voit pas dans la photo? Pour être honnête, des fois, on a un vrai système D, hein. C'est-à-dire qu'en fonction de la pierre que l'on a, si elle est trop petite, si elle est trop grande, si elle est brute, on peut avoir du mal à la faire tenir comme on le souhaite. Ça m'est déjà arrivé de tenir la pierre directement avec mes doigts parce que c'était exactement l'angle, c'était le moment de prendre la photo et j'ai pris la photo à ce moment-là. Sinon, on peut la faire tenir sur des pinces en enlevant les pinces après quand on cadre la photo. On peut la mettre aussi sur du verre, sur une plaque en verre. C'est très bien pour les cabochons et pour les brutes notamment. On peut faire tenir en fait avec vraiment différents systèmes et c'est ça aussi parfois le plus dur, c'est que l'inclusion des fois n'est pas assez bien placée dans la gemme et là c'est toute la technique d'arriver à la placer correctement et à faire tenir le tout pour avoir une stabilité pour prendre la photo que l'on souhaite. Quand on va se faire prendre en photo, souvent le photographe, il met des calques de couleurs pour qu'on ait le teint frais. Et donc toi, est-ce que tu as des trucs comme ça pour mettre, quand tu prends tes photos, pour mettre des calques, pour mettre en valeur la beauté de la pierre? J'aime bien l'idée, en fait, que tu as aimée avec la photo d'un portrait, mais c'est vrai qu'on peut utiliser différentes lumières. On a des lumières blanches, des lumières jaunes déjà, comme quand on fait de l'identification en gémologie, les gémologues connaissent bien, qui peuvent donner une teinte plus froide, une teinte plus chaude. On utilise aussi beaucoup la fibre optique, parce que la fibre optique, donc, c'est de la lumière blanche qui est très forte et qui permet vraiment d'éclairer énormément la pierre. Parce que le problème que l'on a avec un microscope, c'est que dès qu'on va grossir l'image, dès qu'on va grossir, augmenter le grossissement, on va avoir moins de lumière qui va arriver jusqu'au capteur. Et du coup, on a besoin de rajouter d'énormément éclairer la pierre. Donc, la fibre optique, je dirais, c'est vraiment l'élément
indispensable pour faire des photos correctement. On peut avoir 2 bras, ce que l'on appelle donc 2 arrivées de lumière, 4 arrivées de lumière. On en a vraiment besoin, c'est vraiment important. Et après, on peut jouer avec de la lumière ultraviolette aussi. Il y a des pierres comme les quartz à pétrole qui ont des inclusions qui fluorescent magnifiquement, qui fluorescent en fait en jaune ou en bleu. On prend la photo avec la lumière ultraviolette et ça change toute la dimension de la pierre et de la photo. Donc, c'est absolument extraordinaire. Et après, on a également plein d'autres matériels que l'on peut utiliser, ce que l'on appelle faire de l'immersion, c'est-à-dire qu'on va immerger la pierre dans un liquide comme le diodométhane, qui va nous permettre de faire ressortir l'inclusion. On peut utiliser des filtres polarisants également. Donc voilà, il y a plein de techniques à rajouter au fur et à mesure et à choisir en fonction aussi de la pierre et de l'inclusion. Là, à ce niveau-là, si tu avais un seul conseil à nous donner en prise de vue, tu nous dirais quoi? Si j'avais vraiment un seul conseil à donner, ce serait de produire une photo qui vous a plu. Parce que dans la technique, dans le matériel, dans le choix des PR, c'est infini. Par contre, du moment que vous avez pris une photo qui vous a plu à vous, il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas plaire à quelqu'un d'autre. Alors là, c'est le conseil pour la prise de vue. Mais alors, tu fais aussi de la formation pour les gens qui, comme toi, veulent photographier des inclusions. Et quel est le défaut qu'ils ont en général et quel conseil tu leur dirais pour surmonter ce souci? Le défaut que je vois le plus souvent, notamment pour atteindre une bonne qualité de photo, généralement, c'est le manque d'information. Faire une impression de bonne photographie, il faut être quand même bon en gémologie. Il faut savoir ce que l'on va prendre en photo. Il faut connaître son matériel. Il faut choisir le microscope. Il faut choisir la caméra ou l'appareil photo. Il faut savoir enregistrer correctement sa photo, utiliser un logiciel photo, de nouveau réenregistrer et faire appel à un bon imprimeur qui puisse révéler vraiment toute la beauté de la photo que vous avez prise. Donc, je dirais qu'il faut se former pour connaître toutes les étapes qui vont permettre d'avoir la meilleure qualité possible de photo. Ça, c'est vraiment essentiel parce qu'une fois qu'on a la connaissance et la technique, on peut laisser libre cours à sa créativité et on sait que ça va donner des photos à la hauteur du travail qu'on a engagé. Il est évidemment très important de ne pas perdre la qualité de photo, même si on fait des retouches comme tu l'expliquais. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a un logiciel que tu utilises? J'en utilise 2, Photoshop ou Capture One. Capture One est un petit peu plus professionnel encore. Photoshop est quelque chose d'assez bien connu. On n'est pas totalement obligé de faire de la retouche photo, mais c'est quand même mieux. C'est mieux notamment pour l'impression. Pour conserver la qualité, comme je disais, il faut déjà avoir un bon optique de microscope. Bien évidemment, un microscope à 400 € ne vaut pas un microscope à 3000 ni à 10 000 et c'est totalement normal. Mais il faut avoir le meilleur optique possible. Il faut bien choisir aussi l'appareil photo ou la caméra. Alors, c'est vrai que moi, je pars plutôt sur un appareil photo parce que c'est vraiment fait pour rendre de la photo. Et il y a tout un tas de réglages que l'on peut réaliser. Moi, je viens de changer d'appareil photo, pour tout te dire, pour augmenter la qualité. Et j'ai choisi un appareil photo qui n'ont pas été le meilleur, même pour mon budget. Mais j'ai pris un appareil photo qui me permettait de faire de la photographie qualitative avec beaucoup d'obscurité. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, on manque de lumière quand on fait de la photo au microscope. Donc, j'ai choisi certains critères en particulier. J'enregistre ma photo avec un format qui s'appelle RAW. Ceux qui font de la photo savent que c'est pas un vrai format. Le RAW, en fait, c'est quelque chose qui permet d'avoir l'ensemble des données de la photo et de ne pas en avoir détruit. Parce que, par exemple, quand on prend des photos avec ce que l'on appelle le JPEG, ça va être destructif. On va perdre une partie des données. Donc, si derrière, on fait de la retouche, on va encore modifier, voire encore perdre de la donnée. Et à la fin, quand on va agrandir, on va voir les pixels. Donc, normalement, on part sur un format RAW. Et derrière, on essaie de le conserver, même quand on fait de la retouche. Et le point final, je dirais, c'est l'imprimeur. Pourquoi? Parce que si je sors une superbe photo et que je l'imprime sur ma propre imprimante, la qualité ne sera jamais à la hauteur de la photo. Et ça, c'est juste pour faire comprendre que les imprimeurs sont tous différents et qu'il faut sélectionner une personne qui ait la compétence. Moi, je travaille avec un imprimeur professionnel français avec qui je suis en totale discussion. On retouche s'il y a besoin en termes de qualité, de pixels, etc. pour avoir vraiment les couleurs qui ne soient pas modifiées. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est toute une chaîne qui amène jusqu'à l'impression finale. Toi, tes photos, tu en fais quoi? Tu en fais des cadres de tes photos pour décorer la maison?
Alors, j'en fais 2 choses. La première, bien évidemment, ce sont des photos que j'inclus dans mes formations, parce que les inclusions, on a compris, c'est très important. Mais ça, c'est le côté scientifique. Pour le côté artistique, il me tient très à cœur, je le propose en impression de tableaux en aluminium Dibond. L'aluminium Dibond, c'est la matière préférée pour les expositions de photos. C'est la matière la plus qualitative qui garde à la fois la couleur de façon constante et qui permet une vraie durabilité de la photo. Donc, c'est vraiment le format le plus luxueux et exclusif que l'on puisse avoir pour une photo d'une telle envergure. C'est pour ça que j'ai vraiment choisi ce format-là. Parfois, on me parle du plexiglas. La différence qu'on a avec l'aluminium Dibond, c'est que quand on choisit le format mat, on peut mettre de la lumière directement sur la photo et on n'a pas le halo, les points de lumière sur la photo. C'est très diffus. Ça permet d'éclairer correctement le tableau sans avoir en fait la tache de lumière en plein milieu. C'est-à-dire qu'on peut mettre la lumière n'importe où, le tableau sera toujours beau. Exactement. Le plexiglas, on peut le rayer. On peut rayer finalement tous les matériaux. Mais l'aluminium Dibond a quand même une résistance. Et normalement, voilà, vous le placez au mur, vous le nettoyez avec un chiffon doux et il n'y a pas de raison, même si vous renversez de l'eau à un moment dessus ou autre, il n'y a pas de raison en fait qu'il s'altère dans le temps. Et quand est-ce que ça t'a pris cette idée alors ? T'as vu un jour une photo et t'as dit, ben voilà, c'est ça que je veux faire. J'ai un ami qui s'appelle Bruno Cubillard et qui faisait des photos macro. J'ai trouvé ça extraordinaire. Il ne prend pas la photo sous le microscope, mais la prend avec son appareil photo à fort grossissement. C'était magnifique. Et j'étais étudiante à cette époque-là. Ça a commencé à me donner envie de voir la matière d'un peu plus près. Quand j'étais étudiante, je faisais mes formations. Donc, pareil, j'avais accès aux pierres. Je voyais des toutes petites photos dans mes livrets de cours, mais je n'arrivais pas à conceptualiser, en fait, ce que c'était réellement que l'inclusion. Et c'est là où j'ai acheté un microscope. Je suis tombée dedans. Et en fait, à partir de là, tout s'est enchaîné. J'ai acheté mes propres pierres, ma propre collection. J'ai acheté des appareils de plus en plus perfectionnés pour arriver à des qualités. J'ai développé mes connaissances et ma technique. Et aussi, ça m'a permis de développer ma créativité. Donc, je choisissais les pierres qui me plaisaient en fonction des inclusions également. Et je prenais en photo toute la nuit s'il y avait besoin parce que ça me plaisait énormément. Et qu'est-ce que tu as fait pour arriver à ça ? Donc déjà, de la gémologie, je suppose ? La gémologie, c'est quand même un petit peu obligatoire pour savoir de quoi on parle. De mon côté, j'aime bien faire en sorte que mes photos soient artistiques, mais également que l'on comprenne le sujet. Qu'à la fois le gémologue puisse accéder à l'art et que la personne qui ne soit pas professionnelle accède à la gémologie. Donc il faut de la gémologie pour prendre en photo une pierre, selon moi. Après, je n'étais pas photographe au début. J'aimais la photographie, mais je me suis formée à la photographie et je continue toujours de me former au fur et à mesure parce que ce n'est pas mon métier premier. Et j'apprends des techniques, j'apprends à travailler sur le logiciel notamment. Et en fait, c'est tout ça qui me permet de proposer une offre de plus en plus variée de photos. Donc la prochaine fois qu'il y aura un cadeau d'anniversaire, de Noël, on saura exactement quoi faire. Tu avais de la famille dans la gémologie, dans le bijou ? Non, pas du tout. En fait, ma famille n'est ni dans la gémologie, ni dans le bijou. Ils ont vraiment finalement appris les pierres avec moi. Ils les connaissent bien maintenant, pour être honnête. Ils m'ont aidé et ils m'ont offert des pierres à inclusion aussi quand ils ont vu que ça me plaisait. Ils ont commencé à m'offrir mes premières pierres à inclusion. Et j'ai toujours eu l'aspect scientifique en moi et également un aspect artistique. Ça m'a toujours plu. J'ai toujours su que je ferais quand même de l'art d'une façon ou d'une autre. Et j'avoue que avec mon métier, le côté scientifique ressort énormément parce qu'il y a beaucoup de règles. Et en fait, l'art, ça permet une liberté. Une liberté qui, au fond de moi, est très importante. Et c'est vrai que je la retrouve quand je fais de la photo parce que, bien qu'il y ait de la technique en fond, on s'affranchit quand même de tout ce que l'on souhaite. On bouge la pierre comme on veut, on prend le temps qu'on veut, on fait le nombre de photos qu'on veut et la composition qu'on veut. Donc, il y a vraiment cet aspect liberté artistique qui est très important, si ce n'est essentiel pour moi. Donc, si je comprends bien, depuis le temps que t'es petite fille, tu voulais être gémologue. Alors, depuis que j'étais petite fille, j'ai toujours adoré les pierres, que ce soit les pierres un peu de géologie ou les pierres plus belles de gémologie. Je ne connaissais pas le métier de gémologue. En réalité, j'ai commencé par des études au niveau médecine, donc dans les études réellement médicales. Il n'y avait pas beaucoup d'art là-dedans. J'ai beaucoup apprécié ce que j'ai fait, mais à un moment donné, en réalité, je suis tombée malade. J'ai eu un cancer à 20 ans. Cette maladie, en réalité, donc, ça m'a permis de me poser dans ma vie.
Parce que les études médicales, bien que j'aimais un petit peu l'aspect scientifique, la réalité de la vie fait que j'appréciais pas forcément travailler dans un hôpital. Et je le savais au fond de moi. Et en fait, en tombant malade, j'ai pu prendre le temps qu'il fallait pour me repositionner. Je me suis dit, voilà, Marine, demain, si tu t'en sors, la chance que j'ai eue, est-ce que tu as vraiment envie de te lever et de faire quelque chose qui ne te plaît pas? Non. Je me suis dit, voilà, je veux me lever, faire quelque chose qui me plaît, quelque chose qui me fasse avancer humainement, professionnellement. Et donc, en aimant les pierres, je me suis un peu plus informée sur tout ce qui existait et j'ai découvert totalement par hasard la gémologie. Mais c'est pas si facile que ça d'apprendre la gémologie. On n'apprend pas ça que dans un livre. Non, effectivement. La chance que j'ai eue, c'est quand j'ai fait mes études, j'ai rencontré quelqu'un qui était exceptionnel, qui était très passionné, qui s'appelle Jean-Marie Arlabos, que je remercie aujourd'hui parce que c'est une personne qui m'a permis en fait de vraiment rentrer dans la gémologie telle que moi je pouvais l'apprécier. Il m'a fait découvrir tout un tas de personnes qu'on a dans un groupe à Nice. Donc, ce sont des personnes qui sont professionnelles ou non professionnelles. C'est un groupe avec qui on se réunit 2 fois par semaine depuis des années. En réalité, moi, ça fait donc 8 ans. J'ai pu être totalement immergée dans les pierres, rencontrer toutes ces personnes en parallèle de mes études donc de gémologie. Même quand j'ai donc terminé ces études, on a continué à se voir. Et très vite, j'ai su que je voulais faire de l'enseignement. Donc, en réalité, je n'avais même pas mon diplôme que j'ai demandé à Emmanuel Fritsch de rentrer au Duc de Nantes, qui est donc un diplôme universitaire très scientifique pour la gémologie de laboratoire. Et donc, j'ai réalisé ce diplôme en plus parce que je voulais me tourner notamment vers l'enseignement et le partage et la transmission. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'après, donc, j'ai été enseignante, d'abord en salariat, puis j'ai été enseignante à mon compte parce que ça me permet une totale liberté sur les formations que je peux réaliser et également, par exemple, sur la photomicrographie artistique. Donc voilà, j'ai vraiment fait ce parcours, en fait, grâce à des rencontres. C'est pour ça aussi, je pense que j'ai cette volonté de faire partager à des jeunes étudiants ce que moi, j'ai eu la chance de connaître avec ce groupe de gémologie qu'on a à Nice. Alors, c'est vrai qu'en tant que gémologue, tu fais aussi des formations à la gémologie. Je t'ai pas beaucoup questionné là-dessus parce que je voulais vraiment te faire parler de la photo d'art des inclusions de gémologie parce que ça, c'est un peu exceptionnel quand même. Et donc, vous êtes combien, en fait, en France à faire ça aujourd'hui ? Ah, on est très, 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 très peu, je dirais. Il y a des institutions comme les laboratoires qui en parlent de plus en plus, mais vraiment de la photographie artistique en tableau, pour l'instant, il n'y a que moi. Et donc, tu as déjà exposé ? Oui, j'ai déjà exposé. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que au début, j'ai exposé dans des salons professionnels de gémologie, ou en tout cas là où il y avait des jeunes. C'était déjà très intéressant de voir que les professionnels me disaient découvrir ce qu'ils avaient dans leurs pierres. C'était assez incroyable. Souvent, j'apporte un microscope sur les salons, sur l'exposition, et je montre en direct, en fait, sous microscope, ce qu'ils voient. Donc, il y a un écran derrière, et quand je place la gemme, ils voient en direct ce qu'ils ont à l'intérieur de leur pierre. Ils trouvent ça absolument incroyable. Mais je me suis vite rendu compte aussi que la photomicrographie d'inclusion de gemmes, qui est pourtant très spécifique, en réalité, intéressait beaucoup de personnes qui n'étaient pas du tout professionnelles. C'est la magie de l'art. L'art touche tout le monde, un autre type de public, parce que l'intérêt qu'on a avec les pierres, c'est que même si on n'est pas professionnel, tout le monde a déjà eu une pierre dans ses mains. Donc en fait, les gens, découvrant ce que l'on voit à l'intérieur, tombaient même amoureux totalement de certaines photos. Et la plupart de mes clients ne sont pas professionnels, ce sont des personnes qui sont issues totalement du grand public. Alors maintenant, tu vas viser les galeries d'art. Entre autres. Alors, c'est quelque chose que je développe parce que, comme tu l'as compris, la photomicrographie, déjà en gémologie, on la connaît pas énormément, même si on est de plus en plus amené à faire des expositions. Mais oui, je souhaite me tourner de plus en plus vers les galeries d'art, vers les professionnels qui sont vraiment à même de présenter ces photos-là à un public amoureux de l'art encore plus grand. Donc, si je te dis que chez moi, c'est vert sauge ou bleu outre-mer, tu peux me conseiller sur le tableau avec l'inclusion vert sauge ou bleu outre-mer. Tout à fait. Je propose pas en fait de la productivité à grande échelle. C'est pas ça le concept de l'art. C'est vraiment quelque chose de personnel. Donc quand j'ai un client comme toi qui viendrait me dire voilà Marine, j'aime tes photos, j'aimerais en mettre chez moi. Mon intérieur est plutôt bleu, vert. J'aimerais une photo soit qui est dans les mêmes tons, soit peut-être qui dénote totalement, qui soit orange. Je suis en fait amenée à faire des propositions en fonction de la couleur, de la texture, mais ça peut être de la pierre.
tu es fan de grenat, je peux te proposer différentes photos de grenat. Il y a plein de formats différents et c'est ça qui est assez appréciable. On peut même faire différentes compositions, des triptyques. On est vraiment ouvert à tout. Si on veut offrir un cadeau et donc t'acheter un tableau, on peut te contacter sur Instagram. Je mettrai le contact dans la page du podcast, mais là, comme on est à l'oral. Donc mon Instagram, c'est Marine Douvier, j'aime artistique. Et sinon, je pense qu'on peut aller sur ton site. Donc sur mon site qui porte mon nom, donc c'est marinedouvier.fr. On peut y voir en fait une galerie de photomicrographie. Donc j'y place toutes les photographies au fur et à mesure. Et on peut également directement me contacter, que ce soit par mail ou par téléphone. C'est un nouveau métier que tu as inventé. Donc si tu devais donner un conseil comme ça à une jeune femme qui, comme toi, voudrait faire de la photomicrographie, donc de la photo d'art des inclusions de gémologie, ou qui voudrait créer son métier qui n'existe pas, quel conseil tu lui donnerais ? Premier conseil que je donnerais, ce serait bien évidemment de s'accrocher à ce que l'on souhaite faire. Quand on est passionné de quelque chose, d'autant plus si ça n'existe pas, en fait, il ne faut pas avoir peur, il faut parler de son projet, il faut voir un petit peu des personnes qui pourraient nous aider à y arriver parce qu'on ne se construit pas tout seul, ça il ne faut pas l'oublier. Et en fait, il faut foncer. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas regarder les autres et il ne faut pas avoir peur d'une éventuelle concurrence non plus. On peut être plusieurs à faire les mêmes choses. Il n'y a pas de problème à ça. On le voit dans les négociants et pourtant, il y en a beaucoup qui gagnent leur vie. Il n'y a pas de problème. On peut faire le même métier, développer les choses peut-être sur le même axe, mais un petit peu différemment parce qu'on met chacune de soi et il ne faut pas hésiter en réalité. Il faut aller au bout des choses parce que effectivement, comme tu l'as dit, on construit des métiers. On voyait il y a quelques années, Instagrammeur, ça n'existe pas. Et même la formation professionnelle de gémologie, on la développe encore de nos jours. La photomicrographie, c'est tout nouveau. Et finalement, plus les gens en entendent parler, et mieux c'est pour arriver à faire des expositions et à montrer ce que l'on souhaite montrer, tout dans notre passion, dans notre échange, et en particulier dans la bienfaisance entre nous. Comme c'est un métier qui n'existe pas, j'espère qu'il y aura plein de nouveaux passionnés de photomicrographie qui deviendront des photomicrographistes et tous ensemble, vous ferez un immense salon de photomicrographie à Nice, puisque tu habites à Nice. C'est vraiment un plaisir pour moi d'accueillir en fait toutes les bonnes volontés, toutes les personnes qui sont vraiment dans l'envie de ce partage. On le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, des gens qui ne font pas forcément des tableaux, mais en tout cas qui ont cette volonté de partager leurs photos. Il y en a beaucoup et ce serait un grand plaisir pour moi d'accueillir un bel événement sur Nice autour de la photomicrographie. Eh bien, c'est ce qu'on te souhaite. Merci Marine. Merci beaucoup Anne, merci pour tout. Merci d'avoir écouté Brillante. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Je vous donne rendez-vous le mois prochain sur ce podcast Brillante et en attendant, sur le podcast Le bijou comme un bisou en alternance avec le podcast Il était une fois le bijou. Faites-moi plaisir, soutenez le podcast en mettant des avis, des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Abonnez-vous et partagez l'épisode sur vos réseaux sociaux. À dimanche prochain et soyez brillantes.